bonsoir à tous. Nous sommes très ravis de vous avoir très nombreux dans cette émission. Nous sommes en direct d'Abidjan. À Abidjan, nous venons d'assister à une conférence sur le changement climatique. Avec moi, des experts, nous allons échanger un peu de ce qui s'est passé ici, ce qui a été dit, comment le secteur environnemental est très important pour la Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir, monsieur, comment vous appelez? Bonsoir, monsieur. Je suis Eric Koulibaly, président de l'ONG Initiative Village Vert Solidarité. Je suis vice-président de la commission genre de PACJA, de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Merci. Bonjour, comment vous appelez, monsieur? Bonjour, je suis Timothée Palé de la Côte d'Ivoire. Je suis activiste environnementaliste, géographe environnementaliste et je fais partie également du chapitre PACJA de la Côte d'Ivoire. Alors, on va commencer avec monsieur Timothée. Monsieur Timothée, on a participé aujourd'hui à une conférence sur le changement climatique. D'accord. Pour commencer, pourquoi ce genre d'activité est-elle importante pour la Côte d'Ivoire? Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se présente comme l'un des pays les plus affectés par les effets des changements climatiques. Quand nous prenons au niveau de la foresterie, nous avons perdu plus de 80% de notre couvert forestier. Donc, on est dans l'urgence. Quand vous prenez aussi le trait des côtes, c'est très avancé et les populations en souffrent. Donc, il était important pour la Côte d'Ivoire d'accueillir un tel événement et de pouvoir échanger sur les solutions durables pour notre pays et par ricochet pour l'Afrique. Monsieur Ray, quelle sera la solution par rapport à ce que monsieur vient de dire, c'est que la Côte d'Ivoire est beaucoup touchée. La solution, selon vous, c'est quoi? Ok, merci déjà pour cet intérêt-là. Nous savons qu'il y a plusieurs solutions. Et les financements souvent sont acquis, mais les populations, les communautés ne reçoivent pas ces financements-là. Donc, l'une des solutions pourrait être d'amener ces financements-là jusqu'aux populations les plus touchées. Il a parlé du trait de côte qui avance. On a le village de Laoponda qui est en train de disparaître sous les eaux. Donc, l'une des solutions, c'est d'apporter les moyens à ces populations pour qu'elles puissent s'adapter et être plus résilientes au changement climatique. Alors, nous savons qu'il y a des fonds qui ont été alloués pour lutter contre ces problèmes que nous avons dans l'environnement. Et souvent, ces fonds n'arrivent pas à sa destination. Qu'est-ce que les autorités doivent faire pour que cette façon de gérer ces ressources-là ne puisse pas aboutir à des fins qui ne sont pas vraiment positives pour l'environnement? D'accord. Vous ouvrez une brèche très intéressante. Ça nous permet de situer le cadre des financements qu'il y a au niveau de la protection de l'environnement. Nous avons deux types de fonds, à savoir les fonds pour l'atténuation et les fonds pour l'adaptation. Malheureusement, les pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, doivent plutôt s'adapter aux effets des changements climatiques, alors que les fonds alloués à l'adaptation sont très faibles. Plus de la moitié des fonds vont dans le domaine de l'atténuation. Donc, il faut d'abord que ces fonds d'adaptation soient revus à la hausse pour les populations. Et deux, il faut que les communautés locales impactées par les effets des changements climatiques soient au cœur des décisions. On a l'impression qu'en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, les décisions se font dans les bureaux, alors que les communautés doivent être impactées, les communautés doivent être au départ, au milieu et à la fin de tous les projets qui vont dans leur sens. Alors, l'Afrique a toujours été vraiment un vrai problème dans la gestion, dans la corruption, dans tout ce qui a trait au développement. Souvent, il y a des fonds pour développer certains secteurs. Ces fonds-là finissent dans des tiroirs sans aboutir à leurs objectifs. Qu'est-ce que nous, peuple africains, devons faire pour que notre continent, nous puissions vraiment commencer un projet et finir ces projets? Ok, déjà aujourd'hui, le thème de cette 12e conférence, c'était le financement climatique pour l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Il faut plus de fonds et ces fonds-là doivent nous permettre de faire face au changement climatique, mais il y a aussi des éléments sur lesquels nous devons nous appuyer. Il y a la recherche. La recherche est tellement importante pour faire avancer les choses que le besoin de financer la recherche, surtout les données, pour pouvoir mettre en évidence un problème, il faut des données probantes. Je prends un exemple, pour les changements climatiques, les études se font sur pratiquement 30 ans. Et le problème qui se pose, c'est le problème de données, le problème de recueillement des données. Et il faut des financements pour avoir des données probantes, pour faire des études, pour qu'il y ait
on fait de la prospective pour prévenir, parce qu'on parle de développement durable, on veut plutôt préserver pour nos générations à venir. Donc, il faut des financements qui vont nous permettre de faire de la prospective et d'être plus efficaces. Parce qu'actuellement, on a le problème des changements climatiques qui impactent sur la santé et de plus en plus, on se penche vers les questions de santé. Parce que quand il y a une inondation qui affecte une ville, elle affecte aussi les centres de santé. Et si le centre de santé n'est plus opérationnel, on ne peut plus aller se soigner. La femme qui devait accoucher a des problèmes. L'enfant qui devait faire ses vaccins n'a plus accès au centre de santé. Donc, c'est-à-dire le problème du climat concerne tout le monde. Alors, ça se passe comment lorsqu'on doit lever les fonds pour assister ces personnes qui ont des problèmes liés à l'environnement? Quand on doit lever les fonds, ça se passe comment? Vous pouvez un peu nous expliquer comment ça se passe et ça aboutit où, et pour que la population puisse avoir accès à ces fonds-là? Vous avez parlé de corruption. Je vais répondre sur la question de corruption et puis répondre à la question. Il faut savoir que le problème de l'Afrique, c'est la séparation stricte des pouvoirs. Et aujourd'hui, on en parlait avec les parlementaires. Tant qu'il n'y a pas de séparation stricte des pouvoirs, chacun peut se mêler de l'affaire de l'autre et on ne verra pas la transparence dans la gestion des fonds. Donc, s'il y a la séparation stricte et que nos parlementaires, nos dirigeants sont formés de manière technique plutôt que politique aux actions de climat, on pourrait poursuivre les projets et diminuer l'effet de corruption. Comment se fait le levée de fonds? Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fonds au niveau de l'environnement. Et il y a les pays qui ont pris des engagements, les pays les plus polluants qui ont pris des engagements d'aider les pays les plus pauvres. Vous savez, l'Afrique émet très peu de dioxyde de carbone, mais nous sommes les plus impactés. Donc, il y a un fonds pour les pays développés qui mettent à la disposition des pays les plus impactés. Il y a les fonds de l'adaptation, il y a le fonds de l'atténuation, il y a aujourd'hui le marché carbone et tout ça. Il y a plusieurs types de fonds. C'est déjà, tous ces fonds-là sont répertoriés dans nos CDN, les contributions déterminées au niveau national. Donc, chaque pays émet sa volonté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et dans ces réductions-là, elle se dit, voici les projets ou les programmes que je veux mettre en place pour lever les fonds, pour aider mon pays à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et ces fonds-là et ces programmes-là sont analysés. Et après la pertinence, ces pays-là sont maintenant appelés à négocier le fonds qu'ils veulent avoir pour réduire les effets de gaz de serre. Quel rôle la société civile a joué pour aider ces fonds à atteindre ces objectifs? Nous savons que la société civile vraiment a un rôle très important à jouer, surtout en Afrique, où il y a la corruption qui devient vraiment une problématique pour des nations. Quel rôle la société civile a joué pour que le fonds aboutisse à ces fins? D'accord, peut-être je vais répondre et puis Eric va répondre, puisque j'ai la chance de faire partie de la commission plaidoyer politique de PACJA Côte d'Ivoire. Donc nous, notre rôle en tant qu'acteur de la société civile, c'est d'avoir un regard sur la gestion des fonds qui sont mis à la disposition des populations et du pays. Donc on interpelle nos autorités sur la pertinence et la qualité de l'utilisation des fonds. Ça c'est le premier point. Il y a des plaidoyers qu'on fait auprès des autorités locales et internationales pour dire qu'il faut impliquer plus les communautés. Il faut dédommager les communautés. Il faut aider les communautés à s'adapter. Donc, il faut savoir que ici en Côte d'Ivoire, la société civile joue un rôle essentiel. Nous avons pu, par notre organisation au sein de la communauté, faire repousser la mise en place des industries fossiles que le ministère de l'Environnement voulait mettre en place et que le pays voulait se développer. C'est important de se développer, mais au détriment de quoi? C'est ça la grande question. Et je pense que le rôle de la société civile, nous avons pu lutter pour faire reculer ces équipements qu'on n'utilise plus. Aujourd'hui, nous sommes en train de tourner un regard vers les énergies renouvelables et c'est un bond en avant et nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire pour ses avancées notables dans la recherche d'énergie renouvelable et pour préserver les générations futures. Monsieur Eric, qu'est-ce que vous avez ajouté? Déjà, pour ne pas revenir sur ce qu'il a déjà dit, la société civile au niveau de la Côte d'Ivoire intervient sur plusieurs aspects. On a l'aspect de la sensibilisation
pour le changement des comportements. On a la lutte contre on combat les déchets plastiques. C'est un aspect sur lequel la société civile c'est un point sur lequel la société civile avance bien. On a l'aspect de l'agroforesterie pour réduire l'impact de notre agriculture sur nos ressources. Et il y a plusieurs aspects comme ça sur lesquels la société civile travaille pour améliorer les choses au niveau de l'environnement. Et elle aide aussi l'État dans son action et elle surveille aussi l'action de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il en sort de ce deuxième jour de la conférence sur le changement climatique? Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? On doit retenir deux choses pour moi, ou bien trois prioritairement, c'est la formation. Il faut que nos dirigeants et nos parlementaires soient formés à l'action climatique. Parce que sans formation, on ne peut pas négocier les fonds. Sans formation, on ne peut pas protéger les populations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'aller à la recherche des financements. Il ne suffit pas d'avoir l'information et la formation. Quand on a l'information et la formation, on va à la recherche. La troisième des choses, c'est l'action concentrée, ou bien il dire la synergie d'action entre les régions et les pays de l'Afrique. Il faut que l'Afrique arrive aujourd'hui à parler d'une même voix. Pour dire nous sommes tous impactés, nous subissons les effets des changements climatiques. Il faut qu'on soit dédommagés. Il faut que les États les plus pollueurs nous aident à être debout. Voici les trois messages clés que moi je retiens de cette seconde journée. Monsieur Rick. Okay. Ce que je retiens de cette seconde journée, c'est que nos populations ont eu cette capacité de s'adapter. Donc, il y a lieu de documenter cette résilience, cette aptitude que nos populations ont eu à s'adapter au changement climatique pour les documenter. Aussi, l'un des éléments sur lesquels je voulais revenir, c'était qu'il faut qu'on travaille plus pour que l'Afrique soit mieux représentée dans le rapport du GIEC. Parce que l'Afrique est plus impactée, mais a moins d'éléments qui ressortent dans ce rapport-là. Alors qu'on parle de changement climatique, on se réfère toujours à ce rapport-là. Il faut que l'Afrique soit mieux vue et que les travaux de recherche soient documentés pour qu'on sache ce qui est fait en Afrique et pour l'Afrique. Alors pour finir, puisqu'on est en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire en termes de l'environnement, à quel niveau nous pouvons mettre la société ivoirienne sur le respect ou le développement de l'environnement pour atteindre les objectifs, quand on dit les Nations Unies d'ici 2030? Qu'est-ce qu'on peut dire de la Côte d'Ivoire par rapport à ces objectifs? D'accord, ce qu'il faut dire, il faut situer la part des choses. Hein. Il y a deux grandes parties. Il y a la volonté de l'État et il y a la responsabilité de la population. Il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire, dans sa responsabilité régalienne, a ratifié les différents accords, l'accord de Paris, l'accord sur les déchets plastiques. En tout cas, on a ratifié beaucoup d'accords. Ça, c'est déjà le premier pas. Ça veut dire au plan politique et institutionnel, la Côte d'Ivoire a un bon niveau. On est très avancé. Maintenant, il faudrait que l'État, à son tour, aide la population. Comment on aide la population? C'est là que le rôle de la population arrive. Il faut les éduquer. Il faut les sensibiliser et il faut les aider. Par exemple, quand vous dites aux populations de ne pas utiliser les déchets plastiques, il faut que vous ayez des alternatives pour eux. Donc, c'est à deux niveaux. Quand on regarde tout ça et les deux mis ensemble, on peut dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se situe parmi l'un des meilleurs pays, comme un pays d'école où les gens peuvent apprendre sur les questions du changement climatique. Et nous avons un bon niveau au niveau des objectifs que les Nations Unies se sont fixés. Alors, M. Rick, vous pensez que le pays est bien outillé pour transmettre ses connaissances à la population pour que la population puisse prendre conscience de développer leur secteur d'environnement? Exactement. Je vous remercie déjà pour cet aspect-là parce qu'en matière de législation, la Côte d'Ivoire a beaucoup avancé sur certains éléments. On a le code de l'environnement qui a été revu, on a le code sur l'hygiène, on a le code sur l'énergie. Il y a beaucoup d'avancées. Mais le problème qui se pose, c'est l'applicabilité sur le terrain. Et il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire sur le terrain pour que les choses soient bonnes. Donc, je me dis que progressivement, un travail va être fait pour qu'on puisse atteindre un certain niveau. Sinon, la Côte d'Ivoire est un cas d'école. Beaucoup de pays de la sous-région viennent s'inspirer de l'exemple
de la Côte d'Ivoire, ce que le gouvernement fait, et ce que la société civile aussi fait. Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, nous espérons vous avoir de temps en temps pour échanger un peu des thèmes liés.